Bonjour à tous, nous allons reprendre le cours sur les généralités sur la cellule et ses constituants en nous intéressant aujourd'hui à la communication cellulaire. La communication cellulaire fait intervenir des récepteurs et leurs ligands. Il existe différents types ou différents modes de communication cellulaire. Tout d'abord, la signalisation qui est dite endocrine. Dans ce cas-là, la sécrétion de la molécule se fait dans le sang et uniquement dans le sang par une cellule endocrine. C'est le cas de la communication par les hormones. Cette communication peut se faire sur de longues distances. Au sein d'une glande endocrine, différentes cellules vont être spécialisées dans la synthèse d'hormones et vont être regroupées au sein du même tissu et dans le même organe. C'est le cas par exemple de la glande thyroïde, de la surrénale, de l'hypophyse ou de l'ovaire. Mais dans certains organes, les cellules endocrines peuvent être isolées. C'est le cas par exemple de l'intestin. Au niveau de l'épithélium intestinal sont situées différentes hormones, sécrétées différentes hormones qui sont produites par des cellules endocrines isolées qui peuvent être notamment au niveau de l'épithélium intestinal. Ces hormones sont relarguées dans le sang et peuvent aller agir sur des cellules cibles qui possèdent le récepteur pour l'hormone, pour le ligand en question. Le tissu adipeux est également un tissu endocrine. Il produit des hormones telles que la leptine, qui renseigne le cerveau sur les stocks du corps en graisse, mais également la résistine, l'adiponectine. Les neurones peuvent synthétiser également des hormones, c'est le cas par exemple de la posthypophyse. Ces hormones peuvent être de type ocytocine ou arginine vasopressine, c'est l'hormone que l'on appelle également l'ADH ou hormone antidiurétique. La signalisation peut être une signalisation de type paracrine. Dans ce cas-là, la cellule sécrétrice agit sur la cellule adjacente, c'est le cas notamment des neurotransmetteurs. La signalisation peut être autocrine. Dans ce cas-là, la cellule sécrétrice et la cellule réceptrice sont les mêmes. Elle peut se faire également par protéines membranaires. Les cellules interagissent par l'intermédiaire de protéines réceptrices qui sont localisées au niveau membranaire. Nous avons vu en cours sur les jonctions cellulaires que les cellules étaient collées ou reliées les unes aux autres par le biais de jonctions cellulaires qui font intervenir des protéines. Dans ce cas-là, la communication se fait également par le biais de ces protéines membranaires. En A, vous pouvez distinguer la transmission endocrine du signal. La cellule émettrice du signal sécrète la molécule dans le sang et la transmission se fait sur de longues distances jusqu'à une cellule cible qui peut être localisée à plusieurs dizaines de centimètres de la cellule émettrice. Par exemple, nous avons vu que le cerveau sécrétait des hormones. Ces hormones peuvent aller agir sur le rein, par exemple. Dans ce cas-là, dans le cas de l'hormone antidiurétique, vous voyez que le rein est bien largement distancé du cerveau. En B, la transmission paracrine. Ici, la cellule sécrétrice va agir sur des cellules qui sont dans l'environnement proche, au sein du même tissu et du même organe. Également, le mode de transmission paracrine est celui qui est utilisé par les cellules nerveuses, qui libèrent des neurotransmetteurs dans l'espace synaptique, et ces neurotransmetteurs vont aller agir sur une cellule cible, qui peut être un autre neurone, ou par exemple une cellule musculaire, ou une cellule du tissu adipeux. C'est la transmission contact dépendant qui se fait notamment par le biais des protéines jonctionnelles. D, la transmission autocrine qui se fait par un ligand qui est sécrété par la cellule sécrétrice et qui va aller agir sur cette même cellule sécrétrice. Quelques notions sur la notion de récepteur et de transduction du signal. Dans le cas des récepteurs intracellulaires, ils sont localisés dans le cytosol ou dans le noyau. Dans le cas de molécules de signalisation qui sont dites lipophiles,
Elle diffuse au travers de la membrane cellulaire et se lie au récepteur nucléaire ou cytosolique. Les molécules de signalisation, elles peuvent être également des molécules lipophobes ou lipophiles et se fixer sur des récepteurs qui sont dits membranaires. Dans le cas des récepteurs cytosoliques ou des récepteurs nucléaires, le ligand se fixant au récepteur cytosolique, ce complexe ligand-récepteur va transloquer dans le noyau, c'est-à-dire va être transporté jusqu'au noyau, où ce complexe ligand-récepteur va modifier l'expression des gènes. Ce type de réponse ne peut se faire que dans un délai au minimum de 30 minutes. Ce sont donc des réponses lentes qui sont dues au changement dans l'activité des gènes. Lorsque la cellule a besoin d'une réponse rapide, les molécules de signalisation qui peuvent être lipophobes vont se fixer au récepteur et ce complexe ligand-récepteur va entraîner une réponse cellulaire rapide puisque cela va impliquer des molécules intracellulaires qui participent à la transduction du signal mais qui vont entraîner dans tous les cas des réponses cellulaires rapides. Dans le cas des récepteurs membranaires, ils vont induire la production de ce que l'on appelle des seconds messagers. Les seconds messagers sont des molécules faisant partie de la cascade de signalisation intracellulaire. Une cellule a toujours une faible concentration en second messager, ça n'est jamais une concentration zéro. À partir du moment où le ligand se fixe sur le récepteur cellulaire, cela va entraîner une augmentation de la concentration en second messager. Ce que vous voyez ici, toutes les petites boules rouges dans la cellule symbolisent des seconds messagers. Dans le cas où la concentration en second messager augmente, cela va engendrer des réponses cellulaires. Dans le cas d'une cellule endocrine, elle va libérer le ligand dans le flux sanguin. Lorsque cette cellule endocrine relargue son ligand dans le flux sanguin, lorsque le ligand rentre en contact avec une cellule sans récepteur, il n'y a aucune réponse de la cellule. Lorsque la cellule possède le récepteur, elle est dite cellule cible. Dans ce cas-là, il y aura une réponse de la cellule. Dans le cas d'un neurone qui est parcouru par un signal électrique, ce neurone va relarguer à l'extrémité synaptique les molécules qu'il aura synthétisées, qui sont donc des neurotransmetteurs, et qui, en se fixant sur une cellule cible, vont entraîner une réponse de la cellule cible. De la même façon, dans le cas des neurohormones, le neurone va relarguer dans le flux sanguin ses produits de sécrétion. Lorsqu'il rencontre une cellule sans récepteur, il n'y a pas de réponse. Lorsque le produit de sécrétion rencontre une cellule avec récepteur, dans ce cas-là, il y aura une réponse cellulaire. Dans le cas des neurohormones, comme dans le cas général des hormones, cette communication cellulaire se fait sur de longues distances. Notion de voie de signalisation. La molécule de signalisation est un ligand que l'on appelle également un premier messager et qui se lie à un récepteur en apportant ainsi l'information à sa cellule cible. Deuxième étape, la liaison du ligand avec son récepteur active ce dernier. Cette liaison ligand-récepteur va permettre la production de molécules de signalisation intracellulaire. Ces molécules de signalisation intracellulaire vont activer des protéines cibles. La dernière molécule de signalisation de la voie induit la synthèse de protéines cibles ou modifie les protéines cibles existantes pour induire une réponse. Quels sont les différents événements de la voie de transduction du signal? Le signal externe. On peut comparer ça notamment aux ondes radio qui sont émises par une antenne. Ces ondes radio, elles peuvent activer un récepteur. Dans le cas de la radio, ce sera l'antenne de la radio. Et au sein d'une radio, vous allez avoir bien sûr tout un système de décryptage de l'onde radio reçue par l'antenne. La radio comprend donc un transducteur, un amplificateur, comme c'est le cas dans une cellule, et la résultante sera une réponse cellulaire.
Dans le cas de la radio, la résultante sera des ondes sonores, c'est-à-dire la musique ou l'émission que vous écoutez, simplement pour faire un lien entre une activité de votre vie courante et ce qui peut se produire dans la cellule. Quelles sont les différentes étapes de la voie de transduction du signal? Une molécule de signalisation extracellulaire se lie à une protéine membranaire, qui est donc le récepteur et l'active. L'activation du récepteur et des protéines associées vont pouvoir d'une part activer des protéines kinases, d'autre part activer des enzymes d'amplification créant des seconds messagers intracellulaires. Les seconds messagers vont ensuite modifier l'ouverture et la fermeture des canaux ioniques en créant des signaux électriques, en modifiant le potentiel de membrane de la cellule. Les seconds messagers peuvent aussi augmenter le calcium intracellulaire et changer l'activité enzymatique des protéines kinases qui phosphorylent ou des phosphatases qui déphosphorylent. Quatrièmement, les protéines modifiées par la liaison du calcium et par phosphorylation contrôlent séparément ou en même temps des activités métaboliques, des protéines motrices pour la contraction musculaire et le mouvement du cytosquelette, des protéines qui sont impliquées dans l'activité des gènes et la synthèse protéique, ou activer des transports membranaires et des récepteurs protéiques. Notion de cascade d'activation. Pourquoi parle-t-on de cascade d'activation dans la mesure où plusieurs molécules vont s'activer en chaîne? À partir d'un stimulus initial, il va activer la première étape de la cascade. Une molécule A inactive va être transformée en molécule A active. Cette molécule A active transforme une molécule B inactive en molécule B active, qui elle active elle-même une molécule C inactive en molécule C active. Et cette molécule C, il pourrait y en avoir bien sûr une multitude d'autres par la suite, va transformer un substrat en produit. Et cette conversion du substrat en produit correspond à la dernière étape de la cascade. Un exemple de cascade d'activation est celle de l'acide arachidonique et la production de messagers lipidiques. L'acide arachidonique joue le rôle ou exerce l'activité de second messager. Cette molécule est produite par la transformation d'un phospholipide membranaire, c'est-à-dire localisé dans la membrane plasmique de la cellule, par une enzyme qui s'appelle la phospholipase A2. Elle va permettre la transformation de l'acide arachidonique en différents produits que l'on appelle des paracrines solubles, notamment les leucotriènes produits par l'activité de la lipooxygénase ou les prostaglandines et thromboxanes produits par l'activité des cyclooxygénases, notamment les COX-1 et COX-2. Ces paracrines solubles, qui peuvent être, dans le cas des leucotriènes, sécrétées par les globules blancs, jouent un rôle dans l'asthme, dans les réactions anaphylactiques. Les prostaglandines et thromboxanes agissent sur de très nombreux tissus, tels que le muscle lisse, les plaquettes, les reins, l'os. Ils jouent un rôle dans le sommeil, l'inflammation, la douleur et la fièvre. Vous connaissez un inhibiteur de COX-2 qui est l'aspirine, médicament très fréquemment utilisé pour de nombreuses applications, et qui justement par le biais de la diminution de production de prostaglandines et thromboxanes vont limiter l'inflammation, la douleur et la fièvre. Notion d'agoniste et d'antagoniste. Un ligand primaire joue le rôle d'agoniste, il va activer un récepteur et entraîner une réponse cellulaire. Un agoniste, qui peut être une molécule de synthèse, c'est pas forcément la molécule initiale présente dans l'organisme, c'est-à-dire le ligand primaire, peut activer le récepteur. Certains médicaments vont jouer le rôle d'agoniste. Un antagoniste va bloquer par contre l'activité du récepteur. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de réponse cellulaire. Certains médicaments aussi, aux molécules ayant une action thérapeutique, peuvent jouer le rôle, dans certains cas, également d'antagoniste. Par contre, si la variable sort de la gamme contrôlée, dans ce cas-là, un senseur est activé, il envoie un signal vers un centre d'intégration
qui modifient la réponse des effecteurs. Ces effecteurs vont modifier la variable régulée. Par exemple, prenons l'exemple de la régulation de la glycémie. Vous connaissez deux hormones qui régulent la glycémie, l'insuline et le glucagon. Si le taux de sucre est amené à baisser dans le sang, dans ce cas-là, le glucagon sera libéré et permettra de faire augmenter ce taux de sucre dans le sang. Si au contraire la glycémie augmente, dans ce cas-là, c'est l'insuline qui va être libérée pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Là, c'est l'effecteur, ça va être le pancréas qui va permettre la libération d'insuline ou de glucagon et permettant ainsi de réguler cette variable. Un exemple de contrôle tonique du diamètre des vaisseaux sanguins. Le contrôle tonique régule les paramètres physiologiques du haut vers le bas. Dans le cas où le signal électrique provenant des neurones est à vitesse modérée, il induit la formation d'un vaisseau de diamètre intermédiaire. Ici, vous voyez que la vitesse du signal augmente par unité de temps. Dans ce cas-là, le vaisseau sanguin subit une constriction. Dans le cas où la vitesse du signal diminue, dans ce cas-là, le vaisseau sanguin subit une dilatation. Exemple 2, contrôle antagoniste de la fréquence cardiaque. Des neurones antagonistes contrôlent la fréquence cardiaque. Certains l'accélèrent alors que d'autres la ralentissent. Deux systèmes permettent de réguler la fréquence cardiaque, le système parasympathique et le système sympathique. Dans le cas où la stimulation dominante est parasympathique, il y aura un ralentissement de la fréquence cardiaque. Dans le cas où la stimulation sympathique devient dominante, le cœur subira une accélération de sa fréquence. Comparaison du contrôle local et réflexe. Dans le contrôle local, les cellules à proximité du changement initient une réponse. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'implication d'un centre nerveux central. Imaginez que l'on applique quelque chose de chaud ou de froid à la surface de la peau. Cela pourra influer le diamètre des vaisseaux sanguins à proximité de l'endroit cutané où est présent une variation de température. Dans le cas où il y aurait un changement systémique dans la pression sanguine, perçu par exemple au niveau des carotides, dans ce cas, le cerveau évalue le changement et initie une réponse. Et dans ce cas-là, la réponse réflexe est initiée à distance avec une variation du diamètre des vaisseaux sanguins, mais commandée par le cerveau. Dans le contrôle réflexe, les cellules à distance du lieu de changement contrôlent la réponse. Dans le cas d'un rétrocontrôle négatif, la réponse agit contre le stimulus, inactivant la boucle de réponse. Le stimulus initial va entraîner une réponse. Et lorsque cette réponse devient trop importante, il y aura une diminution du stimulus. La grande majorité des hormones fonctionnent par rétrocontrôle négatif. L'augmentation de la concentration d'hormones va au final agir sur la glande pour limiter cette concentration d'hormones. Dans le cas d'un rétrocontrôle positif, la réponse amplifie le stimulus, envoyant la variable au-delà du point de repère. Dans ce cas-là, il y aura une réponse qui va augmenter le stimulus. C'est une boucle de rétrocontrôle positif. C'est par exemple le cas de l'ocytocine au cours de l'accouchement. Et c'est uniquement un facteur extérieur qui sera nécessaire pour inactiver la boucle de rétrocontrôle positive. Quelques exemples sur les boucles de rétrocontrôle négatives et positives. Dans le cas des hormones thyroïdiennes, elles sont produites sous la stimulation par différentes hormones, notamment la TRH qui est d'origine hypothalamique, qui va induire la production de TSH par l'hypophyse, et la TSH induira la production d'hormones thyroïdiennes T3 et T4 par la thyroïde. Ces deux hormones sont libérées dans le sang pour pouvoir agir sur des tissus à distance, par exemple le système nerveux central, le système nerveux sympathique, le muscle, le cœur, le rein, l'os, la moelle osseuse, le métabolisme ou les fonctions sexuelles. Vous avez un certain nombre d'exemples en dessous de chaque tissu qui vous indiquent quel est l'effet de ces hormones thyroïdiennes sur le tissu en question.
Dans le cas de l'ocytocine, hormone intervenant au moment de l'accouchement, lorsque le bébé va descendre plus bas dans l'utérus pour initier le travail, il va exercer une pression sur le col de l'utérus. Il y aura donc ouverture du col de l'utérus qui va stimuler la libération d'ocytocine. Elle provoque, cette hormone, des contractions de l'utérus. Elles vont pousser le bébé encore plus contre le col de l'utérus, provoquant de façon accrue l'ouverture du col de l'utérus. Et c'est uniquement la mise au monde du bébé qui va arrêter le cycle. Les récepteurs peuvent avoir de multiples aspects. Vous connaissez les récepteurs protéiques, intracellulaires ou membranaires que nous avons déjà vus. Mais d'autres structures jouent également le rôle de récepteurs. Ce sont des cellules ou des structures spécialisées qui convertissent de nombreux stimulés en signaux électriques. Par exemple, les récepteurs centraux sont dans ou proches du cerveau. Les yeux, intervenant pour la vision, les oreilles pour l'audition, l'équilibre, le nez pour l'odorat, la langue pour le goût. Mais d'autres récepteurs sont dits périphériques. Ils se trouvent hors du cerveau. Par exemple, les chémorécepteurs sont sensibles au pH, au gaz, aux molécules chimiques. Les osmorécepteurs à l'osmolarité. Les thermorécepteurs à la température. Les barorécepteurs à la pression. Les propriocepteurs donnent des informations sur la position du corps. Et d'autres mécanorécepteurs, multiples également, renseignent l'organisme sur la douleur, les vibrations ou le toucher. Il existe 4 types de récepteurs membranaires. Tout d'abord, les récepteurs canaux. Ils peuvent avoir un site de liaison au ligand et réagir directement en termes d'ouverture et de fermeture à ce ligand. Les récepteurs à domaine enzymatique intracellulaire. La liaison d'un ligand sur un récepteur à activité enzymatique active une enzyme intracellulaire. Les récepteurs couplés aux protéines G, que nous avons déjà vus. Ces récepteurs représentent une classe importante de récepteurs pour l'organisme. Ils sont très nombreux. Ce sont des récepteurs protéiques à 7 domaines transmembranaires, dans la mesure où le récepteur traverse 7 fois la membrane plasmique. Et le domaine intracellulaire est relié notamment à ce que l'on appelle des protéines G qui interviennent dans la transduction du signal. Et puis les intégrines, dont nous avons déjà parlé, dont le ligand correspond à des molécules de la matrice extracellulaire, telles que la fibronectine ou la laminine, des molécules qui possèdent le fameux domaine RGD, et ces intégrines, en tant que récepteurs cellulaires de la membrane basale, permettent de relier la cellule à son cytosquelette et font le lien entre la lame basale et le cytosquelette de la cellule. La liaison d'un ligand sur les récepteurs des intégrines modifie également le cytosquelette. Vous pouvez distinguer sur ce schéma des récepteurs couplés aux protéines G le récepteur à 7 domaines transmembranaires reliés aux protéines G. Lorsque le récepteur est activé par le ligand, par la molécule de signalisation, une partie de la protéine G se détache pour aller activer l'adénylcyclase, qui joue le rôle de molécule d'amplification. L'adénylcyclase va transformer l'ATP en 3 molécules de second messager que l'on appelle l'AMP cyclique. L'AMP cyclique va activer une kinase qui va donc phosphoryler. Cette kinase, c'est la protéine kinase A, que l'on appelle également pKa. Cette kinase va phosphoryler des protéines intracellulaires pour créer des protéines phosphorylées qui vont, elles, entraîner différents types de réponses cellulaires. Les récepteurs à protéines G peuvent mettre en jeu notamment la phospholipase C ou PLC. Lorsque le récepteur est activé par le ligand, la protéine G, une de ses sous-unités se détache pour aller activer la phospholipase C. Cette phospholipase C transforme un phospholipide membranaire, localisé donc dans la membrane plasmique de la cellule, qui s'appelle le phosphoinositol diphosphate ou PIP2, en 2 autres molécules, le DAG ou diacylglycérol et l'IP3 ou phosphoinositol triphosphate.
Le DAG va aller activer la protéine kinase C, qui, comme toute kinase, phosphoryle des protéines à partir d'un apport de phosphate. Et cette protéine phosphorylée entraîne des réponses cellulaires. L'IP3, qui est produit également par la transformation du PIP2 par la PLC, va agir sur des récepteurs localisés à la surface du réticulum endoplasmique pour permettre une libération des stocks de calcium de ce réticulum, et l'augmentation de la concentration en calcium intracellulaire va activer des protéines sensibles au calcium. Ces protéines sensibles au calcium peuvent, elles aussi, entraîner une multitude de réponses cellulaires différentes. Donc retenez bien cette voie de signalisation, elle est très importante et vous serez amené certainement à en entendre parler dans d'autres enseignements. Comme dit précédemment, les récepteurs cano-ioniques peuvent posséder directement le site de liaison au ligand et réagir ainsi à la fixation du ligand. Mais ils peuvent être également régulés en termes d'ouverture et de fermeture par un autre récepteur. Ici, l'exemple qui est donné, c'est que la molécule de signalisation, le ligand donc, se lie au récepteur membranaire et initie la transduction du signal par les protéines. Des enzymes d'amplification telles que l'adénylcyclase peuvent être activées avec production de molécules de second messager telles que l'AMP cyclique. Ces molécules de second messager peuvent d'une part modifier directement l'ouverture et la fermeture du canal ionique, mais elles peuvent également activer soit des protéines kinases qui entraînent des phosphorylations de protéines, soit l'augmentation du calcium intracellulaire par le biais par exemple de l'IP3 que nous avons vu, ou de la pKa pour les protéines kinases, et l'augmentation du calcium intracellulaire active des protéines sensibles au calcium. Et que ce soit des protéines phosphorylées ou des protéines liant le calcium, ces protéines activées vont induire différents types de réponses cellulaires. Les récepteurs cano-ioniques sont capables de créer des signaux électriques par les ions. Ici, vous pouvez distinguer que le canal peut lier directement la molécule de signalisation extracellulaire ou être commandé par un récepteur couplé aux protéines G. Quoi qu'il en soit, la résultante sera des changements dans la perméabilité membranaire aux ions, puisque lorsque le canal s'ouvre ou se ferme, il peut laisser rentrer des ions du liquide extracellulaire vers le milieu intracellulaire, ou laisser sortir des ions de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule. Quoi qu'il en soit, la résultante sera la création d'un signal électrique, et ce signal électrique peut modifier l'activité de protéines sensibles au voltage. Et la résultante sera une réponse cellulaire adaptée. Les récepteurs à activité enzymatique intrinsèque représentent également une classe très importante de récepteurs et très représentée au niveau cellulaire. Ces récepteurs possèdent un domaine extracellulaire capable de lier la molécule de signalisation, le ligand, qui, lorsqu'il est sur le récepteur, va activer le récepteur et notamment activer côté cytoplasmique une tyrosine kinase. Cette tyrosine kinase est présente dans le domaine intracellulaire du récepteur. Comme toute kinase, elle est capable de phosphoryler et dans ce cas-là, elle va phosphoryler sur des tyrosines, un acide aminé rentrant dans la composition des protéines. Pour cette phosphorylation, le récepteur aura besoin d'ATP. Donc l'ATP en présence de la protéine et l'activité du récepteur entraînera la production d'une protéine phosphorylée et d'une molécule d'ADP. C'est cette protéine phosphorylée qui sera notamment active dans la cellule. Alors, on va retrouver en particulier ce type de récepteur dans le cas des cytokines, des interférons ou de l'hormone de croissance. Pour conclure sur cette partie, faisons le point sur les récepteurs et leurs fonctions dans la cellule. Vous retrouvez sur ce schéma différents types de récepteurs, notamment les récepteurs cano-ioniques, capables de laisser rentrer ou sortir des ions. Ces canaux plutôt, sont réglés par les ions. Les récepteurs membranaires, qui lient des molécules de signalisation,
peuvent être des récepteurs couplés aux protéines G. Cette protéine G active ou inhibe des enzymes d'amplification, produisant des molécules de second messager. Vous pouvez distinguer que les molécules de second messager peuvent aller modifier directement l'activité du récepteur canal et laisser plus ou moins rentrer ou sortir d'ions. Ces molécules de second messager, elles entraînent également la libération de calcium des organites. Nous avons déjà vu le principe de cette activation. Lorsque les ions se déplacent dans et hors de la cellule, elles vont modifier dans la cellule la concentration ionique, créant ainsi des signaux électriques. Et toutes protéines sensibles aux signaux électriques vont être activées. Mais les molécules de second messager peuvent aussi activer des protéines kinases, qui ont la capacité de phosphoryler. Les protéines vont donc être modifiées. Tout comme le cas des récepteurs tyrosine kinase, qui vont eux aussi phosphoryler des protéines. Le récepteur membranaire peut activer également ou modifier le cytosquelette. Les réponses cellulaires qui sont entraînées par cette cascade intracellulaire d'activation peuvent entraîner une modification dans les protéines, l'activité du cytosquelette, les récepteurs et les transporteurs, l'activité des gènes et la synthèse protéique. Sur ce schéma, vous retrouvez une overview de différents types de récepteurs que nous avons déjà vus précédemment, les récepteurs canaux, ou les récepteurs couplés à des protéines G, que l'on appelle également les RCPG, qui peuvent impliquer différentes voies suite à leur activation, la voie de l'adénylcyclase ou la voie de la PSC. Les récepteurs à activité enzymatique, que ce soit des récepteurs à des cytokines ou des récepteurs pour des facteurs de croissance, peuvent impliquer une multitude de voies de signalisation intracellulaire. Je n'en ai représenté ici que certaines, qui sont importantes, qui sont très étudiées dans différents processus pathologiques en particulier. La voie RAS-MAP kinase, RAS-MAPK, la voie PI3K-AKT, la voie JAK-STAT ou la voie du NF-κB. Et l'ensemble de ces voies peuvent être impliquées dans différents processus, tels que la prolifération ou la division cellulaire, la différenciation ou des phénomènes de mort cellulaire programmée, tels que l'apoptose. Nous allons voir désormais ce à quoi correspond un second messager. En termes de définition, un second messager est une molécule de signalisation intracellulaire à durée de vie courte. Ces molécules permettent une réponse cellulaire adaptée. Je vous ai mis quelques structures moléculaires de ces seconds messagers. Les formules ne sont bien évidemment pas à connaître, mais je veux que vous reteniez au moins les noms de ces seconds messagers. L'AMP cyclique, le CAMP que nous avons déjà vu, le GMP cyclique ou CGMP, le diacylglycérol ou DAG, l'inositol triphosphate ou IP3, qui sont tous les deux produits suite à l'activation d'un récepteur couplé aux protéines G et qui représentent un second messager, c'est-à-dire un des premiers éléments de la voie de transduction de signaux dans la cellule. Différentes hormones, différents récepteurs. Les hormones peuvent être classées en fonction de leur solubilité et de leurs récepteurs. Il existe en particulier des hormones qui sont dites lipophiles, avec des récepteurs qui sont donc intracellulaires. Étant donné qu'elles sont lipophiles, elles peuvent traverser facilement les membranes plasmiques qui sont de nature lipidique. Quelques exemples, les stéroïdes, avec parmi les stéroïdes le cortisol, la progestérone, l'œstradiol ou la testostérone. Des hormones peuvent être solubles dans l'eau avec des récepteurs de surface, tels que l'insuline, le glucagon, l'épinéphrine, l'histamine. Les hormones peuvent être lipophiles avec des récepteurs de surface. C'est le cas des prostaglandines, des prostacyclines, des thromboxanes et des leucotriènes que nous avons vus précédemment comme molécules appelées également des paracrines solubles qui sont produits par la cascade de l'acide arachidonique et notamment des hormones ou des enzymes plutôt que l'on appelle des cyclooxygénases et des lipoxygénases. Une hormone, des réponses cellulaires différentes. Lorsque l'acétylcholine se fixe sur un récepteur cholinergique sur la cellule musculaire, elle peut entraîner une contraction de la cellule musculaire. Lorsque
elle se fixe sur un récepteur cholinergique, mais qui peut être de nature différente, elle va entraîner, dans le cas des cellules cardiaques, une relaxation de la cellule cardiaque. Lorsque l'acétylcholine se fixe toujours sur un récepteur dit cholinergique sur une cellule sécrétrice, elle peut entraîner une sécrétion de la cellule. Donc vous voyez que la même molécule, lorsqu'elle se fixe sur des récepteurs différents et des cellules différentes, elle va entraîner des réponses cellulaires différentes. Un exemple concret est celui de l'adrénaline et de ses récepteurs alpha et bêta. Dans le cas de l'adrénaline, qui se fixe sur le récepteur alpha, présent notamment au niveau des vaisseaux sanguins de l'intestin, l'activation de ce récepteur par le ligand entraîne une constriction du vaisseau, c'est-à-dire une réduction du diamètre du vaisseau sanguin. L'adrénaline peut se lier avec d'autres isoformes du récepteur adrénergique, c'est le cas notamment des récepteurs de type bêta, localisés au niveau du vaisseau sanguin du muscle squelettique. Et dans ce cas-là, il s'agira d'une dilatation du vaisseau. On va parler de vasodilatation, comme pour la constriction du vaisseau, on parlera de vasoconstriction. Vous pouvez distinguer que la réponse spécifique à un signal dépend du récepteur cible. L'adrénaline va induire la dilatation ou la constriction des vaisseaux sanguins selon le type de récepteur présent dans le vaisseau sanguin. Bien sûr, je ne vous demande pas de connaître ce graphique. C'est simplement un graphique que j'ai extrait d'une brochure publicitaire au laboratoire. Vous pouvez distinguer que si on s'intéresse à une voie de signalisation particulière dans la cellule pour étudier par exemple l'origine de certaines pathologies, on peut s'intéresser en particulier à telle molécule ou telle molécule. Il existe donc des outils spécifiques qui permettent, à partir d'échantillons tissulaires ou de cultures de cellules, de mettre en évidence l'implication de telle ou telle voie de signalisation. Sont représentés ici quelques exemples de récepteurs cellulaires, les récepteurs couplés aux protéines G, les récepteurs tyrosine kinase, les récepteurs aux intégrines, que nous avons déjà vus en cours, ou plutôt les récepteurs de type intégrine, les récepteurs aux cytokines, qui peuvent être notamment également des récepteurs tyrosine kinase ou des récepteurs sérine tréonine kinase. Il existe également des récepteurs cellulaires aux anticorps. À partir du moment où ce récepteur est activé par un ligand, va s'en suivre la production d'une multitude de molécules de la signalisation intracellulaire, dont certaines peuvent comprendre 10, 20, 30 ou 40 intermédiaires dans la production et la signalisation intracellulaire, qui peuvent pour certaines aboutir à la même molécule. Là ici c'est AKT, donc c'est la voie de signalisation AKT, qui peut intervenir notamment dans la signalisation synaptique, dans la neuroprotection, l'agrégation cellulaire, la neurodégénérescence, l'apoptose, la production de NO. Il peut y avoir des blocages de l'apoptose également, des voies qui sont dites anti-apoptose, des voies impliquées dans la mort cellulaire, l'instabilité génétique, le cycle cellulaire avec notamment l'implication des fameuses cyclines, ou par exemple la synthèse de glycogène. Donc ici ce ne sont que quelques exemples qui sont représentés, vous pouvez en avoir une multitude, d'autres bien évidemment, en fonction des centres d'intérêt de votre recherche.